Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point de Psy. Je suis Amélie Séguin, psychologue clinicienne. Et moi, Marie-Josépha, psychologue clinicienne aussi. Alors aujourd'hui, je m'interroge sur ce qu'on appelle les dyspraxies, les dyslexies, les dysorthographies. Qu'est-ce que c'est tout ça? Oui, ben, tout ça, ce sont des troubles de l'apprentissage. Tous ces dys que tu nommes, ben, on les repère quand l'enfant arrive à l'école et qu'il est en situation d'apprenant. D'accord, mais alors, on rentre à l'école en maternelle, est-ce qu'à 2-3 ans, ils savent pas tenir un stylo, ils savent pas écrire, lire Oui. Comment on fait? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas à 2-3 ans et ni en maternelle qu'on repère. Quoique, des fois, à partir de la grande section, il y a des maîtresses qui peuvent dire « Oh tiens, avec le son, quand je lui demande de me donner des rimes, il a du mal ou elle a du mal à repérer, quelle est la différence entre les lettres et les chiffres. » Voilà. Donc, c'est généralement autour de la primaire, quand on arrive en CP, que les attentes sont différentes. C'est-à-dire qu'on attend quand même de l'enfant qu'il gère tout seul sa table, ses affaires, qu'il soit autonome, qu'il puisse écouter des consignes et l'appliquer, qu'il rentre dans la lecture et dans l'écriture. C'est à ce moment-là que naissent les difficultés 10. D'accord. Alors, est-ce que c'est uniquement la maîtresse qui peut découvrir et parler d'indices ou de s'interroger? Est-ce que les parents aussi peuvent s'interroger? Comment on fait? Alors avant, oui, c'est surtout l'école qui alerte et qui fait tiens, votre enfant en motricité, c'était pas vraiment ça, il n'arrive pas à faire les parcours, ou alors il manque de tonus, ou alors il n'arrive pas à lire, il sait pas gérer ses affaires. Aujourd'hui, c'est aussi les parents, parce que les parents sont beaucoup derrière. Leurs enfants aujourd'hui accompagnent, sont vigilants, participent. Et donc, ils repèrent assez vite que l'enfant a du mal à prononcer certains sons ou alors à les reconnaître. Ou quand ils leur lisent des histoires le soir, des choses comme ça, des situations où ils essaient de leur apprendre des choses, ils repèrent qu'effectivement, l'enfant a des difficultés. Et alors, quand on repère comme ça comment tu fais? Parce que si tu repères qu'il y a une difficulté chez ton enfant, tu as envie de l'accompagner, tu as envie de l'aider. Vers qui tu te diriges? Il y a un diagnostic, j'imagine, à poser? Il y a quelque chose Il y a un diagnostic à poser, tout à fait. Et souvent, on va en premier vers l'orthophonie. Parce que les orthophonistes, on entend dedans le son et on dit que tiens, il y a peut-être un dysfonctionnement par là, l'enfant ne repère pas et qu'il faut rééduquer. Donc, on va souvent faire un bilan orthophonique et c'est des fois l'orthophonique qui va dire tiens, non, là, il y a aussi ça, il y a aussi ceci. Et en fonction du 10, par exemple, quand c'est de la dyspraxie, on va orienter l'enfant vers un suivi précis. Dyspraxie va être plutôt vers l'ergothérapie parce que c'est le trouble de la coordination, ainsi de suite. Ou alors, on va demander de faire un bilan orthoptiste parce que la vue est engagée aussi dans la lecture, par exemple, quand l'enfant a des difficultés. Parfois, c'est une histoire de balayage et de coordination entre l'écriture et les yeux. Donc, que ça relève d'un 10 quelconque, il faut aller faire un bilan. Et le bilan réel complet qu'on puisse faire, c'est auprès du psychologue ou du neuropsy qui va faire un bilan psychométrique ou un bilan TDA ou autre. Et les TCC, elles sont utiles dans les 10? Alors oui, les TCC, aujourd'hui, on voit que la TCC a des domaines où on peut vraiment permettre à certains 10 d'avancer, c'est-à-dire via les remédiations cognitives et émotionnelles aussi, parce que ces enfants-là, quand se trouvant bloqués parfois dans leur capacité à s'exprimer ou à exprimer leurs pensées à bon escient, ou se voient très très lents dans leur tracé ou autre par rapport au groupe classe, ou même dans le discours de l'adulte, les parents qui vont dire parfois mais il est lent, hein, quand on lui pose une question, il répond jamais avant de faire une phrase, dans ces contextes-là, l'enfant peut avoir du mal à réguler ses émotions parce qu'il est confronté à une situation de relation toujours marquée de frustration. D'accord. On guérit de ça? On peut guérir ou on peut seulement améliorer? Alors, on peut améliorer en fonction de l'intensité. C'est ça. Tout est question de degré. Voilà. En fonction du degré, quand on se retrouve avec son enfant qui est multi-10, par exemple, à ce moment, on peut pas lui demander que tout repose sur la rééducation et qu'il soit au même niveau que tout le monde du fait des aménagements. Dans ces contextes-là, on encourage les parents à inscrire l'enfant à la MDPH et l'enfant va pouvoir bénéficier d'aménagements
plus adapté. Dans ces aménagements, on a plein d'aménagements qui relèvent pas du tout de la maison des handicaps. Hein. D'autres fois, c'est l'école et la maîtresse qui vont convenir d'un projet, voilà, pour ensemble avec la famille, pour voilà, diminuer par certains exercices ou que la maîtresse soit derrière l'enfant pour qu'il décroche pas, ainsi de suite. Ils peuvent faire une scolarité normale? Tout à fait, ils peuvent faire une scolarité normale et parfois même, il y a des enfants qui vont être sous traitement quand il s'agit de troubles neurodéveloppementaux. Là, on va plutôt se tourner même vers le psychiatre. Mais une fois qu'on met tout un dispositif et le dispositif adapté en place en fonction du 10 ou en fonction du trouble de l'apprentissage engagé, ça permet vraiment à l'enfant d'avoir une scolarité ordinaire, avoir le bac, aller à l'université, faire des BTS, voilà. Oui, c'est pas une maladie qui nous handicape dans toute la vie. Ça peut freiner nos apprentissages, mais ça ne les empêche pas. Tout à fait. Ça pèse lourdement sur l'apprentissage et même sur les relations à côté, c'est-à-dire avec les pairs, comment tisser des liens, l'image qu'on a de soi, ainsi de suite. Tout ça, ça compte surtout à l'adolescence. Donc, ça pèse lourdement, mais quand on accompagne, quand on fait les bons choix de suivi et qu'on est autour de l'enfant, on pose le diagnostic, ça ne les empêche pas d'avancer, de faire des études. D'accord. Donc en fait, on va plutôt observer les enfants dès petits, mais à partir de la primaire, on commence à voir s'il y a des difficultés dans l'apprentissage. On va orienter vers le psy ou le neuropsy pour faire un bilan complet qui va ensuite préciser quel type de travail est le plus adapté pour cet enfant-là en fonction du 10 qu'il représente. Et ça va lui permettre de trouver un apprentissage adapté à son fonctionnement. C'est cela. Et souvent, ce sont des enfants d'ailleurs où on se retrouve qui savent très très tôt ce qu'ils veulent faire plus tard. Et donc à ce moment-là, on les oriente. Et ce qu'on dit aux parents, c'est que le plus important, ce n'est pas forcément de les encourager à faire de grandes études, de longues études. Mais comme tous autres enfants, l'essentiel, c'est d'aller dans la voie où ils se reconnaissent, qui les intéresse en fait. Eh bien, merci Marie-Josépha. Si vous souhaitez plus d'informations sur certains 10, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire celui que vous avez envie que nous détaillions et on développera et on répondra à vos questions. Merci, à bientôt. À bientôt.